Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Alice Yaka, déléguée syndicale EFO Transport. Bonsoir. Bonsoir. Alors depuis quelques temps, les problèmes de barge se multiplient et hier soir encore, l'une d'elles était en panne, accusant plus de 2 heures de retard, ce qui a provoqué la colère des usagers. On le comprend, on verra cela tout à l'heure avec vous. Avec nous également Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Alors, les Mahorais à La Réunion, une population de plus en plus décriée, pointée du doigt. On verra pourquoi et comment on en est arrivé là dans ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 3 septembre. Voilà maintenant un an que Seymour Morsi a pris ses fonctions à Mayotte. Une année loin d'être de tout repos, tant les problèmes à régler sont nombreux. Retour sur cette première année d'exercice dans votre journal. Hier, la violente agression subie par une auxiliaire de justice a choqué la population. Si beaucoup de questions subsistent quant aux raisons d'un tel acte, l'enquête semble cependant sur la bonne voie. Le réseau Redeka vient d'acquérir un nouveau camion itinérant pour l'aider dans son travail de dépistage des cancers. Avec lui, c'est le projet Nouam, Ensemble pour la santé de la femme qui voit le jour. Reportage à la fin de cette édition. Cela fait maintenant un an que le préfet Seymour Morsi a pris ses fonctions à Mayotte. L'heure du premier bilan a sonné et à cette occasion, le représentant de l'État a accepté de répondre à nos questions. Présent sur notre plateau ce matin, tous les grands sujets qui préoccupent la population ont été abordés. De l'insalubrité à la vie chère, en passant par l'insécurité, le préfet s'est prêté au jeu des questions-réponses. Un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Soulaimana. S'il y a une chose que tout le monde retiendra du passage de Seymour Morsi à Mayotte, c'est incontestablement le document stratégique Mayotte 2025. Alors en bien ou en mal, il s'agit là d'une autre affaire, mais quoi qu'il en soit, le préfet de Mayotte continue de défendre bec et ongle ses orientations stratégiques. Mayotte 2025, c'est 6 thèmes majeurs avec des actions qui concernent la jeunesse, qui concernent l'emploi, qui concernent l'éducation, qui concernent notre université, qui concernent les travaux d'assainissement, qui concernent les études que l'on doit mener pour améliorer la circulation. C'est de la vie quotidienne au jour le jour et donc du coup Mayotte 2025, c'est ce que dit le Premier ministre. Mayotte 2025, c'est pas ce qu'on fera en 2025, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Les constructions d'écoles, qui est un autre sujet que j'espère qu'on abordera, les constructions d'écoles, c'est aussi du Mayotte 2025, c'est plus de 10 millions par an qui vont venir pour pouvoir faire en sorte qu'on réduise jour après jour tous les problèmes qu'il y a avec notamment les rotations, les problèmes de cantine, enfin voilà. Vie chère, insalubrité, immigration, insécurité, voici les grandes problématiques qui préoccupent la population. Mais le préfet se dit conscient des défis à relever. Les questions d'insalubrité, réussir à cranter les chantiers qui vont se mettre en place pour l'assainissement, ce que j'ai obtenu pour la rénovation urbaine, ce que l'on va faire avec certains maires pour lutter contre l'habitat insalubre, ce que l'on fait pour pouvoir faire en sorte que au quotidien, on avait salué le bouclier qualité-prix version santé. Oui. Hein, c'est quelque chose autant d'éléments qui se sont mis. Alors peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être que c'est insuffisant, mais je pense quand même qu'on a cranté étape par étape. Le panorama est là, mais les besoins sont énormes. Et c'est normal qu'il y ait de l'insatisfaction. Qu'on me le reproche à moi, un peu moins. Les problèmes sont énormes et celui de l'insécurité revient en première ligne, car désormais le sentiment a laissé place à la triste réalité. On n'est pas dans le sentiment d'insécurité, c'est une évidence, on n'est pas dans le sentiment d'insécurité. Les violences intrafamiliales, ce serait indécent de dire que c'est un sentiment d'insécurité. Ces actes-là sont inadmissibles, la justice fait un travail considérable et ce qui est important, c'est que maintenant nous sommes tous, quand je vous disais la collaboration de tous les acteurs, on a signé dans chacune des communes des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça permet de mettre autour de la table policiers municipaux, gendarmes, policiers nationaux, les acteurs de la justice, la protection judiciaire de la jeunesse. Ça permet de mettre les associations, ça permet de mettre parfois les parents, ça permet de dire quels sont les moyens qu'on va devoir mobiliser. Je le prends souvent comme exemple, qui est de dire il faut de la vidéoprotection par exemple. La vidéoprotection sans éclairage public, ça va pas. L'éclairage public, c'est pas encore moi. Mais la vidéoprotection, j'ai l'argent qui est prêt à être débloqué dès lors qu'on aura le schéma qui va bien avec. À l'occasion de cette première année d'exercice du préfet, nous sommes également partis à la rencontre des administrés. Il est indéniable que la population croit de moins en moins à ses élus et à ses hauts fonctionnaires. Et le préfet Seymour Morsi
n'échappe pas à cette règle. Surta bisho more van husuan mabari rtsara mola malijo marja hazini rasli bonera ramola war serege mala goneto ke bonera berzo ke tsifanya mpotesh paren ba wata ramojo asni hunu neveri mazefu asirja la sera ne wa préfet more van nazo hazizu zozo haza eta bezo tsihazi kamba za conseil general ukewahe itongo zizidi mwisa senda na uzidi tu senda na uzidi mana kabasi tamoja ikamba iyo irtsorongwamba iyo ibunguha mwana pavi boitso kamba boyaka ibunguha buro tsorongwamba abo ibunguha bekila heli izo zilio de zidio zengeze hao nori de tsorongwa de biashara elizilio uzidi delekansi iyo kaisi poa mahitupuneti mhalasi ne kama hazo zina mwajara korongwamba wa delekansi be unuma habani tsorongwamba mkini labda bani maza kabase na tongo ya baki. Si la plupart lui reconnaissent son dynamisme, beaucoup lui reprochent de ne pas réussir à résoudre les maux du département. Pas de quoi pour autant le détourner de sa mission. C'est d'ailleurs sur ce message positif adressé à la population que Seymour Morsi a souhaité terminer son interview. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, la liquidation judiciaire de l'association Aquamail a été confirmée par décision de justice. Maintenant que les dés sont jetés pour Aquamail, certaines personnes n'hésitent pas à reprocher à l'État son inaction. Pourtant, tous les élus nationaux en visite sur l'île l'avaient clamé. L'aquaculture représentait l'avenir de Mayotte. Nous avons donc profité de la présence du préfet pour évoquer avec lui la possibilité d'un éventuel repreneur. En effet, Jean-Claude Pastorelli, propriétaire d'Aquamater, pourrait faire une offre de reprise. On écoute ce qu'en pense le préfet au micro de Patrick Mian et Samuel Bocher. Avant de me donner des conditions, il faut me faire la démonstration que le projet est viable. J'ai également évidemment rencontré la personne dont vous me parlez, mais entre un premier projet à 150 tonnes, un autre à 1500 tonnes, c'est juste pas du tout pareil. Le schéma global n'est pas du tout pareil. Il faut se poser des questions très structurelles. On ne peut pas s'implanter n'importe où parce que vis-à-vis de l'environnement, ça peut poser des problèmes. L'exercice économique global. Mais je dois vous avouer que je peux aider quelqu'un à se développer, quelqu'un à s'installer, mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien qu'on ne peut pas bricoler avec un sujet de ce genre. Depuis des mois, le quartier des Hauts-Vallons connaît une flambée de violence. Sacs arrachés, voitures dégradées, femmes agressées. C'est dans ce contexte qu'une avocate a été rouée de coups par 3 individus alors qu'elle se rendait à son travail hier matin. Ces derniers l'ont violemment frappée avant de prendre la fuite dans une voiture garée non loin de là. Plus de précisions dans ce reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. En métropole, les magistrats sont souvent sujets à ce type d'agression. En effet, les menaces et autres représailles suite à une décision judiciaire sont fréquents. Si jusqu'ici Mayotte semblait épargnée, hier une avocate a été sauvagement agressée à son cabinet. Suite à cet acte odieux, le bâtonnier de Mayotte, Nadjim Ahamada, a envoyé un communiqué de presse pour faire part de son indignation. Il fallait réagir parce que l'acte qui a été perpétré est un acte assez grave dans la mesure où la personne qui a été attaquée a été attaquée en raison de sa fonction d'avocat. D'après les éléments, d'après l'évolution qu'on a du dossier jusqu'à ce jour, c'est pas un acte anodin, c'est pas un acte fortuit, mais c'était mûrement préparé apparemment puisqu'on l'attendait dans le couloir à l'entrée de son cabinet, on l'a sauvagement agressée. Cette jeune fille avocate qui vient de débuter est traumatisée aujourd'hui, elle est sous le choc de cette agression. Si elle ne souffre que de blessures légères, l'auxiliaire de justice est psychologiquement très affecté. Les 3 agresseurs ont agi vite et de manière organisée, comme nous l'explique l'un des témoins de la scène. Là, j'étais avec mon collègue qui travaille dans le Bourbon Distribution. On est en train d'attendre les camions de livraison. J'ai vu 3 gars à environ de 28 à 29 ans comme ça. Qui sont passés là en train de discuter. Je le regardais, j'ai demandé à mon collègue, tu vois le G22 là? Alors, oui, ça ressemble qu'il vient d'arriver. Ils ont parti vers la blancherie et
5 minutes après, je l'ai vu en train de courir plus vite. Ils ont mis les cagoules pour traverser le temps plein de parking de Jumbo. J'ai regardé là où il vient, si je vois quelqu'un qui demande l'aide ou un secours pour lui montrer la direction où ils sont passés. Pour l'heure, beaucoup de questions restent encore en suspens. L'enquête suit son cours, mais un homme a cependant beaucoup aidé les policiers, puisqu'il a suivi la Ford Fiesta blanche jusqu'à Trevani, où se seraient arrêtés les agresseurs. Il y a d'autres éléments actuellement en cours, puisqu'il y a des personnes qui ont été entendues, mais pour la sérénité, pour que l'enquête se passe calmement et normalement, je ne peux pas dévoiler plus. Il ne s'agit pas, quoi qu'il en soit, d'une banale agression puisque ses effets personnels n'ont pas été volés, pas plus que sa sacoche et son téléphone portable. Cela ressemble fort à un acte de représailles, mais était-elle vraiment la cible ? Installée depuis seulement 1 an sur le territoire, elle est l'une des collaboratrices de Sylvie Sevin, avocate bien connue pour traiter des dossiers sensibles. Cette agression était-elle orchestrée pour intimider ? Toutes les hypothèses sont pour l'heure permises. Les Mahorais sont-ils devenus personnes non grata à l'île de la Réunion? La question mérite vraiment d'être posée. Et pour cause, les propos désobligeants tenus par certains Réunionnais à l'égard des habitants originaires de l'île au Lagon. Si auparavant ces propos étaient attribués à des individus ici et là, depuis quelque temps, ce sont des responsables politiques qui s'en font ouvertement l'écho. D'abord la présidente du Conseil général de la Réunion, Nassima Dindar, il y a quelques mois. Et plus récemment, l'ancien maire de Saint-Louis. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Le vivre ensemble est un terme à la mode qui préoccupe de manière permanente les populations de tous les territoires. Depuis plusieurs mois, sur l'île de la Réunion, la communauté mahoraise est pointée du doigt et assimilée aux ressortissants comoriens. Certains élus de ce département n'hésitent pas à remettre en cause la libre circulation entre Mayotte et la Réunion. Cette comorienne qui vit à la Réunion depuis 8 ans estime cependant avoir reçu un bel accueil. Pour moi, je ne vois pas que c'est la Réunion. Au contraire, ça va. Il prend bien les... Comment je te dis? En fait, les étrangers, ça va. À Saint-Louis, depuis de nombreuses années, des jeunes qui arpentent la gare routière s'adonnent à des actes de violence et de délinquance. Une situation qui ne cesse d'exaspérer les Saint-Louisiens. L'ancien maire de la commune, Cyril Amilcaro, s'est d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux à la suite d'une nouvelle bagarre entre jeunes. Et selon ses dires, cette délinquance dans la commune est principalement due à des jeunes originaires de Mayotte. Armia, une Saint-Louisienne qui vit depuis une vingtaine d'années sur l'île Bourbon, a été touchée par ces propos. Elle regrette qu'encore une fois, les Mahorais soient pointés du doigt. Alors, moi, j'ai constaté quelques statuts, effectivement, sur les réseaux sociaux, surtout. Effectivement, j'ai été choquée parce que après ce qui se passe à La Réunion, je pense que c'est du 50-50. Hein. Il y a peut-être des Mahorais, il y a aussi des Réunionnais aussi qui sont concernés. Donc, le fait de pointer du doigt que le Mahorais, effectivement, ça me choque. Après, voilà, c'est politique, je préfère pas trop rentrer dans ce sujet-là. Ça peut créer justement des groupes, hein, c'est-à-dire les Réunionnais peuvent se mettre de côté et les Mahorais de l'autre, sachant que justement la Réunion c'est une île, c'est un mélange, c'est beaucoup de cultures, beaucoup d'origines aussi. Le vivre ensemble entre Réunionnais et Mahorais semble s'écorner au fil du temps. Nassima Dindar, président du Conseil général de la Réunion, Paul Vergès, sénateur de la Réunion et Cyril Amilcaro en sont d'ailleurs de parfaits porte-parole. Le père Vincent, qui cherche de son côté à rassembler les communautés, veut encore croire au vivre ensemble et espère que le bon sens reprendra bientôt le dessus. Stigmatiser une communauté, je ne crois pas que ça soit une solution. Quand quelque part ça ne marche pas, ce n'est pas seulement la faute d'une seule communauté. Je crois que ce sont toutes les communautés qui doivent faire un effort. Bien sûr, on peut stigmatiser des personnes qui se comportent d'une certaine manière, mais toute une communauté, je crois que là, il faut faire quand même un peu attention. 60 000 ressortissants mahorais seraient installés à La Réunion. La plupart travaillent et sont intégrés dans ce département. Mais alors où le chômage grandit, le besoin de trouver des boucs émissaires reste encore et toujours source de bien des maux. Alors Shakila, on l'a vu, une cohabitation qui devient de plus en plus difficile. On l'a vu dans le reportage. Ce n'est pas un fait nouveau, mais pourquoi aujourd'hui ça prend cette ampleur? Ça prend cette ampleur tout simplement parce que
Maintenant, on fait la différence, on apprend à connaître justement les gens, alors qu'avant, comme tout le monde venait, on ne faisait pas trop de différence. Mais il y a eu l'affaire des Jeux des îles, et donc dans leur tête, les Réunionnais, ça commence à bousculer, ils se posent des questions, ils entendent parler comoriens, mais pour eux, ils ne font pas vraiment de différence entre les Mahorais et les Comoriens. Et là, c'est la question d'actualité, donc on en parle encore plus. Mais là, c'est les élus qui quand même en parlent, et c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau. Avant, ça a toujours été là, ça a toujours existé, Comores dehors. Mais il faut faire la différence entre l'accueil de la population et justement la violence des jeunes. Parce que là, il faut pas tout mélanger. C'est lié. C'est lié, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'à La Réunion, les Réunionnais ils sont un peu comme les Mahorais, parce que j'ai vécu là-bas et j'ai quand même un thérapié là-bas. Et ils accueillent tout le monde. Mais à un moment donné, s'il y a des personnes qui sont plus turbulentes que d'autres, c'est normal qu'ils vont quand même marquer leur territoire, et voilà, en leur disant écoutez, vous êtes chez nous, respectez-nous. Et ce qui est inquiétant là, c'est le fait que ces 3 élus qui ont été dans ce reportage, c'est justement les 3 élus qui ont toujours combattu, ils ont toujours voulu que la communauté mahoraise s'intègre, la communauté comorienne s'intègre. Et pourquoi ce revirement soudain alors? Eh bien justement, il faut se poser la question, et peut-être qu'il y a vraiment, et ça veut dire que c'est une sonnette d'alarme. Ça veut dire qu'il s'est passé quand même des choses avant pour qu'ils disent tout cela. Parce que Cyril Hamilcar, c'est l'un des premiers élus à La Réunion qui a voulu justement intégrer, même politiquement, les Mahorais à Mayotte. C'est le premier. Paul Vergès, c'est l'un des premiers élus qui est allé vers les Mahorais. Et Nassima Dandar, elle œuvre tous les jours au sein du Conseil général pour les Comoriens, les Mahorais. Et si ces 3 personnes parlent comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et je pense qu'il ne faut pas seulement entendre que ce qui est dit et puis se faire parler trop vite. Et pourtant, La Réunion a été érigée comme un exemple de cohabitation entre les communautés, entre les religions, et aujourd'hui, ça ne va pas mettre un petit peu à mal l'image de l'île? Les Réunionnais, les personnes qui vivent à La Réunion savent que tout le monde est bienvenu là-bas. Tout le monde vit avec harmonie. Après, c'est comme dans tout territoire où, peu importe, quelqu'un vient chez toi, s'il ne respecte pas tes règles, c'est normal que, voilà. Là, il faut faire la différence, parce qu'il y a le problème de la délinquance à La Réunion, surtout à Saint-Louis, qui sévit de plus en plus. Et il ne faut pas oublier que ces jeunes qui sont là-bas, c'est des jeunes qui sont en manque de repères, manque d'identité et en perte de racines. Après, ça, c'est une autre problématique. C'est vrai que venant d'élus, ça fait pas bien d'entendre cela, mais en même temps, c'est l'une de leurs responsabilités aussi, quelque part, de tirer la sonnette d'alarme. Et à mon sens, c'est une manière de dire stop. Merci beaucoup, Shakila, pour ces précisions. Chaque jour, des centaines d'administrés sont contraints d'emprunter la barge. Alors que le décor est paradisiaque, nombreux incidents viennent bien trop souvent gâcher le plaisir de la traversée. Hier soir encore, l'amphidrome est resté bloqué plus de 2 heures. Les passagers n'ont alors eu d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Excédés par la répétition de ces incidents, la population en appelle aujourd'hui aux élus pour trouver une bonne fois pour toutes une solution. Un sujet signé Pierre Bellucci, Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Vétusté, problèmes techniques, encombrement ou encore retard, cela devient une habitude pour les centaines de passagers qui empruntent chaque jour barges et amphidromes. Les désagréments ne cessent de se multiplier depuis quelques jours. Regrettable lorsque l'on connaît le rôle primordial que joue ce moyen de transport à Mayotte. Dans la barge, on fait 15 à 20 minutes, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas une jeune. En même temps, il n'y a pas un endroit pour récupérer un petit café ou une petite achète de journal. Donc moi, je le souhaite des élus locaux de prendre une initiative, un engagement et à redonner pour la population de Mayotte. Parce que la barge, c'est l'avenir. La barge, on dirait c'est comme un tourisme. Donc c'est un endroit, c'est comme une richesse de Mayotte. À la barge entre Pemandzi et Petite Terre et Grande Terre. Le service de la barge, en ce moment, ça paraît très encombré. Parfois quand il y a les arrivées des gros avions là, donc il y a des encombrements surtout au Dzaoudzi là-bas, les barges apparaissent insuffisantes.
Je crois qu'à l'heure actuelle, Mayotte a grandi, il y a beaucoup de gens. Il faut penser à construire le pont entre Zaoudi et Mamoudzou. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont en retard à leur travail. Si ça peut changer, Mayotte un petit peu, évoluer un petit peu. Hier soir, l'amphidrome de 20h a mis 1h20 avant de permettre aux passagers d'arriver à bon port. Une attente bien longue pour tout le monde est due à un problème d'ouverture des portes. Alors que les futurs passagers de Grande Terre qui attendaient patiemment pensaient le problème résolu, tous ont dû finalement débarquer. L'amphidrome est resté bloqué jusqu'à 23h, heure à laquelle le second est enfin arrivé pour permettre à chacun de rentrer chez lui. De quoi remettre au goût du jour la question d'un pont reliant les deux terres. Au moment des élections, on a eu beaucoup de personnes qui ont proposé de mettre un pont. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Et que peut-être que s'il y a le pont, ça sera mieux. Ou peut-être aussi, il y aura aussi des embouteillages, mais je pense que ça sera mieux. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que s'il y a des ponts là, s'ils ont fait construire des ponts là, je sais les problèmes des économies de Mayotte qui sont tout ça. Tu vois, c'est le problème là. Je voulais que si je traverse, je rentre chez moi facilement. Si c'est la barge, il faut quand même préparer des barges très importantes. Si on fait des pots, il faut vraiment faire un pot normal comme les Européennes, donc bien. À Mayotte, tout le monde est amené à emprunter la barge, mais les incidents à répétition lassent la population qui souhaite que le seul transport en commun de l'île offre enfin un service digne de ce nom. De réelles questions se posent sur l'entretien des bateaux. En 2017, de nouveaux amphidromes devraient aider à résoudre le problème, mais cela sera-t-il suffisant ? Alice Siaka, déléguée syndicale FO, transport. Alors, barge ou pont, la question se pose de plus en plus aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, si les salariés, il y a du retard, il faut savoir que derrière aussi, il y a le mal-être aussi qui témoigne les salariés vu à leur augmentation des horaires. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'est débuté à 5h30, maintenant c'est à 4h. Et c'est dû à quoi? C'est au départ du décollage de barge des avions à 7h30. Donc, il y a aussi les horaires qui s'accumulent, les heures qui s'accumulent là-dessus. Donc, il y a aussi le témoignage de ces salariés qui souhaitent les horaires supplémentaires qui ne sont pas payés. Donc, déjà, les horaires s'accumulent de plus en plus. Donc, c'est là qui fait qu'aujourd'hui, il y a aussi des temps de repos. Ce sont des salariés, ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas de la machine. Alors, la question des transports à Mayotte est de plus en plus récurrente. On a vu le marché du transport scolaire. Oui. Mathis a perdu des lots. Qu'en est-il actuellement? On a vu quand même des difficultés naître suite à ça. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Alors, je refuse. Il y a le problème politique. Il y a la responsabilité de l'autorité organisatrice du conseil départemental qui a décidé, qui a voulu faire ça. Mais je rappelle, il ne faudrait pas qu'on dise de bien faire. Peut-être c'est ça ce qu'ils ont fait, de dire je te donne, mais il faut savoir que quand tu as un bébé, il ne faut pas lui donner un couteau très tranchant, il faut faire attention. Est-ce qu'aujourd'hui la question... préparer cela? Il faut le préparer cela. Est-ce qu'ils ont préparé? Je pense pas, parce que nous sommes salariés, employés dans cette branche-là. On vit la situation avec nos usagers, il serait-ce que les salariés, il serait-ce que des élèves, il serait-ce que... Justement, parlons-en des élèves. Voilà, donc là, il faut préparer. Nous, on est stressant dans ce métier. Donc, quel que ce soit le lot, du lot 1 jusqu'au lot 4, pour nous, c'est des sujets vraiment il faut régler, il faut mettre vraiment la situation au rang-de-sorte qu'on discute. Mais je ne crois pas que le conseil départemental a su regarder la situation en tant que tel, mais elle voulait, je vais donner, je vais faire ça, je décide ça, mais derrière la galère qui va. Donc aujourd'hui, on constate le retard
et les augmentations des salaires, les augmentations des effectifs des élèves dans tous les établissements. Et est-ce qu'on peut se permettre de laisser les élèves aux abords de points d'arrêt? Or, aujourd'hui, on constate de plus en plus les ramassages qui doivent s'effectuer tôt. Maintenant, il faut qu'on s'accumule. Il faut entendre que aussi les salariés du lot 3 ou lot 4, ils roulent de 24, ça aussi, il y a des temps de repos à respecter. Est-ce que cela aussi, le conseil départemental a su évaluer cette situation? Et ces salariés-là, ils veulent être en bonne condition de travail. Donc encore beaucoup de choses à organiser, on le voit suite à cela. Et effectivement, donc on ne peut pas aujourd'hui dire que bon, je te donne sans évaluer, sans aller au bout de tout risque, parce que là, on sait que la branche transport, c'est une branche à sous-tension. Que ce soit dans le maritime, que ce soit sur le terrain, que ce soit aérien, c'est pareil. On sait que c'est là où il y a des usagers qui peuvent à tout moment excéder. Merci. Et tout cela, ça va résider aux salariés. C'est les salariés qui vont assumer les responsabilités. Donc nous, on se dit, il faut trouver des solutions rapidement par rapport à ça. Merci beaucoup Alice Yaka pour ces précisions. Je rappelle, vous êtes le délégué syndical EFO section transport. D'accord, merci. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 3 septembre. C'est dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Après la Sodifram, ce sont les syndiqués de la Colas qui ont reçu des mises à pied à titre conservatoire avec instruction de l'inspection du travail. Pour boucler la boucle au lendemain de la suspension du mouvement de grève d'une partie du personnel de la Somaco, la direction a là aussi envoyé des convocations à entretien préalable en vue de licenciement, et ce dès le 8 septembre. Il ne fait donc pas bon être affilié à une formation par les temps qui courent à Mayotte, ce qui n'est pas de bon augure en cette période de crise sociale. Les syndicats se réuniront prochainement pour déterminer les actions à mener dans les semaines à venir pour demander l'application globale du Code du travail de droit commun, et ce de manière immédiate. Du côté d'Orange, la grève qui a débuté le 27 juillet dernier se poursuit, les salariés demandant, comme leurs collègues réunionnais, une prime vie chère de 120 € mensuels. La direction locale a mandaté le cabinet Mercer pour une étude sur le coût de la vie, laquelle prestation devrait coûter plus de 40 000 € selon le syndicat. Le résultat de cet audit devrait permettre de dire si oui ou non 120 € se justifient. A noter que la grève des formateurs de l'école d'apprentissage maritime est suspendue. Un nouveau conseil d'administration est en place ainsi qu'un nouveau président. La nouvelle administration devrait se pencher sur les problématiques ayant entraîné la grève très prochainement. En 2013, Saïd Omar Wali avait créé la surprise en renonçant à défendre son mandat à la tête de son canton de Petite Terre pour briguer la mairie de Dzaoudzi. Élu dès le premier tour de scrutin, il s'est ensuite positionné pour la présidence de l'association des maires, acquise sans problème. Aujourd'hui, un projet plus ambitieux semble l'animer. En effet, plusieurs détails posent question. La présidence du syndicat des eaux a été emportée par l'UMP avec son appui, mais surtout les élections départementales ont connu un rapprochement entre l'UMP et les poulains de Saïd Omar Wali, divers gauche. Selon une source proche, il serait candidat aux prochaines élections sénatoriales en 2017 et devrait l'annoncer officiellement ces prochains jours. Les grands électeurs devront faire un choix et la mairie de Dzaoudzi, l'association des maires plus l'intercommunalité avec Pamandzi peuvent faire pencher la balance de son côté. Cependant, un duo pourrait être envisagé avec Saïd Omar Wali au nord et Mansour Kamardine au sud. Ce tandem serait rassembleur et permettrait de fédérer une droite puissante et une gauche ou un centre devant choisir un camp. Pour l'heure, la seule certitude semble être la candidature de Saïd Omar Wali au sénatorial de 2017. Quant au programme et au soutien dont il bénéficiera, seul l'avenir le dira. Pas un jour ne passe sans que l'afflux de migrants ne cause de nouvelles victimes. Un Kwassa est arrivé dans la nuit sur une plage de Sada avec 25 personnes à bord. Parmi elles, un jeune homme de 17 ans né en 1988. L'adolescent malade se rendait à Mayotte en compagnie de son père pour y être soigné, mais il est mort dans ses bras durant la traversée. Un médecin détaché sur place ce matin n'a pu que constater le décès. Il sera inhumé à Sada. Parmi les autres passagers, 4 femmes et 6 adolescents, dont un seul garçon qui ont été pris en charge par la gendarmerie. Il devrait faire l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière.
Et ce matin, sur le parvis du comité du tourisme, le réseau de santé Redeka Mayotte a fait l'acquisition d'un nouveau camion de dépistage des cancers qui touchent les femmes. Depuis 6 ans, l'association progresse en matière de gestion des dépistages sur le territoire. Avec un nouveau projet appelé NOUAM, Ensemble pour la santé de la femme, le réseau souhaite agir au plus près de la population. Le compte-rendu de cette conférence de presse dans ce sujet signé Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Réunis au parvis du comité du tourisme, le réseau de santé Redeka ainsi que tous ses partenaires et invités ont tenu à partager ce pas en avant. Ce nouveau camion itinérant va permettre au réseau de progresser dans son travail de dépistage. Depuis qu'on a ouvert notre association, donc on faisait les dépistages dans les dispensaires périphériques, à Mamoudzou, dans notre siège, et on a voulu aller encore plus dans l'avance, plus loin, pour toucher les femmes qui ne peuvent pas venir sur Mamoudzou ou qui ne peuvent pas aller dans les dispensaires. Depuis la création du réseau, il y a 6 ans, 16 529 frottis ont été effectués. Ainsi, depuis 2012, le dépistage a augmenté de 32%. Un dépistage qui s'adresse à toutes les femmes de l'île entre 25 et 65 ans. Entourée d'une équipe efficace, Redeka Mayotte poursuit sa mission en ce premier trimestre 2015. Et l'arrivée de ce nouveau camion porte à 2 le nombre de véhicules au service du réseau de santé de Mayotte. Avec ce camion, nous allons pouvoir aller au plus près des lieux de vie de la population, notamment des femmes, puisque ce projet s'appelle NOUAM, donc Ensemble pour la santé des femmes, et il vise à apporter des moyens de prévention par de l'information, mais aussi par des consultations de soins, pour l'instant de frottis, de dépistage, mais avec d'autres possibilités par la suite, ce qu'on espère, dépistage du cancer du col de l'utérus pour l'instant, mais d'autres dépistages à venir, en étant au plus près de la population. Redeka travaille en partenariat avec l'ARS. Le réseau souhaite maintenant améliorer son rôle préventif par la formation, mais aussi au cours des différentes consultations. Et une chose est sûre, avec ce nouvel outil de travail, leur efficacité n'en sera que plus grande. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Éric Ourcade, secrétaire général de l'UNSA Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Prochain rendez-vous avec l'info en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Retrouvez également l'information en continu sur notre site l'infoquesi.fr. Excellente soirée à vous sur KTV.